Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui des jours de l'enfant intérieur qui vont commencer maintenant. Donc, vous allez pouvoir y écouter de nombreux intervenants absolument extraordinaires. Donc, vous allez entendre déjà Faiza Ziane, que vous avez déjà entendu lors des jours du mariage intérieur, et elle revient. Xavier Gouraud, que vous avez entendu lors des jours de la parole créatrice et des jours du mariage intérieur, donc il revient lui aussi. Ce sont deux hypnopraticiens qui vont vous donner tous leurs petits secrets, tout ce qui les a aidés justement dans la compréhension de cet enfant intérieur que nous avons tous et qui est notre part d'enfance aussi, qui est à l'intérieur de nous, et qui vont vous aider donc et vous transmettre leurs petits secrets, et tout ce qui vraiment a été utile dans leur propre vie pour résoudre les problématiques qu'ils avaient à résoudre. Et c'est passionnant. Donc ensuite, le deuxième jour, vous aurez Corinne Le Cyclé, qui est psychopraticienne et qui va faire de même. Donc vous expliquez aussi son expérience avec tout ça et son expérience aussi avec le mariage intérieur. Elle va revenir un petit peu là-dessus puisqu'elle m'a dit j'ai pas tout dit la dernière fois. Et ensuite, vous aurez Julien Perron qui lui est réalisateur et qui a fait un film qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et aussi un autre film qui s'appelle L'école de la vie. Et donc, c'est très proche de l'enfance. Il a aussi fait un jeu de cartes par rapport au bonheur, justement. Et voilà, dès qu'on est dans le jeu, c'est ludique et c'est l'amusement et on retrouve sa part d'enfance. Donc, il va vous parler de tous ces outils qu'il a créés. Ensuite, vous aurez Silvana Di Gaetano et Ivan Skibik, qui sont tous les deux des thérapeutes. Euh, Silvana, bio-énergéticienne, et Ivan qui vous donne tous ces joyeuses techniques, en particulier avec l'eau, la mémoire de l'eau, comment utiliser l'eau pour ceci, pour cela. Et ensuite, vous aurez Bénédictane, qui est love coach et auteur, et aussi Philippe Veil, qui est un autre auteur. Donc elle, Bénédictane, elle a écrit beaucoup justement sur le couple et sur les traumatismes de l'enfance et comment les résoudre, etc. Et Philippe Veil, lui, il témoigne d'une expérience extraordinaire qu'il a faite auprès de ses deux enfants. Pour lesquels il fait l'école à la maison. Donc, c'est une expérience tout à fait particulière. Et on fera par la suite d'autres journées, justement, qui vont parler justement d'autres voies, d'autres chemins pour que les enfants soient heureux. Là, ce sont ses propres enfants, et ça touche aussi à notre enfant intérieur et aux choses qu'on a pu traverser. Donc, vous allez vous régaler avec tous ces intervenants. Et moi, je viens vous parler aujourd'hui donc de l'enfant intérieur. Vous aurez également des cadeaux pour tous ceux qui s'inscrivent à ces jours de l'enfant intérieur. Ce sera dit dans les mails qui vont vous être envoyés et vous aurez le choix entre plusieurs manières de faire pour avoir vos cadeaux. Voilà, je vous dis à très bientôt et je suis très heureuse de commencer ces journées. Alors, les jours de l'enfant intérieur commencent aujourd'hui et moi, je viens vous parler donc de cette expérimentation avec l'enfant intérieur. Donc, on a vu précédemment les jours du mariage intérieur où je vous ai parlé de l'homme et de la femme intérieure, c'est-à-dire notre partie masculine, notre partie féminine et l'harmonisation de ces deux parties. Et en fait, tout dans la vie découle de ce mariage intérieur qui, bien sûr, dans un mariage, fréquemment, c'est pour avoir des enfants. Enfin, cela donne de la naissance à des enfants, à un foyer, à une famille, mais on a notre famille intérieure. Et donc là, avec l'enfant intérieur, on est en contact avec cet enfant. Dans le jeu de tarot que j'ai créé, qui s'appelle Comment faire son paradis sur Terre, le tarot Kibaro de la parole transformatrice, qui est un outil qui donne de très bons résultats, si vous l'utilisez bien sûr, en regardant les cartes, en regardant l'image des cartes et en disant à haute voix de préférence les petites phrases.
tout en fait dans le tarot, dans le symbolisme du tarot, vous parle de ça, de ce mariage intérieur et de la naissance de cet enfant intérieur qui en fait représente le désir de votre cœur, ce que vous voulez réaliser, le projet vers lequel vous vous dirigez, ce que vous voulez résoudre dans votre vie. Voilà, vous donnez naissance à la solution que vous attendez, au projet que vous voulez réaliser, en unissant toujours cet homme et cette femme intérieure, ce conscient et ce subconscient, vos désirs et vos sentiments. Vous faites l'union en vous de ces deux forces qui sont pas pareilles, hein, qui sont vraiment différentes. C'est le yin et le yang. Et à ce moment-là, quand elles sont en harmonie, bah, c'est comme dans la vie, c'est comme un couple qui fait l'amour et qui est en plein amour et qui donne naissance à un enfant qui est le désir de votre cœur. Donc c'est tout ça que j'explique à travers ce jeu, à travers mes livres, à travers la nouvelle formation d'ailleurs que je viens de faire qui s'appelle le mariage intérieur et qui vous donne toutes ces clés-là et vous avez aussi cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur, c'est aussi notre part d'enfance, c'est tout ce que nous avons vécu depuis notre arrivée sur Terre. Quand on arrive, on pense que tout est possible, on arrive avec un bagage extraordinaire parce qu'on vient toujours, je pense, avec un projet, on vient sur Terre pour réaliser telle ou telle chose, mais la pression de la résistance de la matière, on va dire, plus on s'approche du moment de la naissance, et plus on sent cette résistance et cette force, puisque tout sur Terre est le fruit de ces deux énergies mises ensemble, mises l'une en face de l'autre et que nous devons réharmoniser. Donc, évidemment, dès la petite enfance, eh bien déjà, d'abord tout est parfait parce qu'on est en plein amour. Déjà dans le ventre de la maman, on a tout ce qu'il faut, hein, on est nourri, on a tout ce dont on a besoin. Et puis petit à petit, voilà, il faut naître. Et dès qu'on arrive sur Terre, eh bien, petit à petit, il y a des choses on s'aperçoit que tout n'est pas aussi facile qu'on pouvait l'imaginer de l'autre côté, où c'est beaucoup plus facile de réaliser les choses, où les choses se réalisent tout de suite dès qu'on les formule. Et donc, petit à petit, on accepte des croyances limitantes. On se dit ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est pas possible, ça. Et puis il y a ce que l'on entend par notre éducation. Et puis quelquefois il y a des chocs, il y a des désillusions, il y a des premiers chagrins, et il y a quelquefois aussi des traumatismes, des choses très violentes qui sont vécues et qui peuvent atteindre cet enfant, cette part d'enfance en nous, et faire des blocages parce qu'on n'a pas nettoyé ça, on n'a pas effacé ses mémoires, on n'a pas guéri cet enfant intérieur, on ne lui a pas donné ce dont il avait besoin. Et donc, moi, tout ce que j'enseigne, c'est justement pour rassurer cet enfant intérieur. J'ai fait d'ailleurs une séance de relaxation profonde où vous le rencontrez, cet enfant intérieur, et vraiment quand vous êtes très, très bien relaxé, en contact avec votre subconscient, et vous allez là pouvoir le rassurer, lui donner ce dont il a besoin, lui expliquer beaucoup de choses et enlever les limitations qu'il a acceptées. Et voilà. Et vous allez beaucoup découvrir de choses donc, dans ces journées. Et je vous offre aujourd'hui donc justement votre part d'enfance avec les contes que je vais mettre à la suite là, de cet enregistrement. Le premier, c'est l'habitant du cœur. Ensuite, je vais vous mettre Tata Noël, qui est un conte que j'ai raconté sur scène à de nombreuses reprises. Et aussi des chansons pour enfants. Comme ça, vous allez commencer à bercer votre enfant intérieur, à lui donner ce dont il a besoin et toute la joie parce qu'il représente cette joie qui est notre état premier. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure et puis dans les jours qui viennent, pour ces 5 jours, où vous allez être en contact avec votre enfant intérieur et apprendre plein de techniques qui vont vous aider à rassurer cet enfant, à le contacter, à être en communication avec lui et à faire que votre vie soit très joyeuse. Je vous embrasse.
viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait, mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. Dehors, il fait froid, les oiseaux nous appellent au réveil. Regarde, on voit le nez du soleil. Ton papa s'est levé, prépare du bon café, pain grillé dans des fumées mélangées. S'il est président qui dirige notre terre, le goûtait toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait, mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. J'ai pris le meilleur au creux du bonheur, là sur mon cœur, je sens tourner les ondes de paix, mon bébé, mon enfant, viens plus près, te coller dans l'amour qui descend, je t'aime si tant. De ce point du monde, paradis retrouvé de douceur, que le bonheur s'étende à la ronde, se répande, nous inonde, pour calmer tous les cœurs, assurer le grand règne du meilleur. S'il est président qui dirige notre terre, le goûtait toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait, mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. J'ai pris le meilleur au creux du bonheur, là sur mon cœur, je sens tourner les ondes de paix, mon bébé, mon enfant, viens plus près, te coller dans l'amour qui descend, je t'aime si tant. Certains me diront qu'il ne se passe rien d'important, toujours du bien dans cette chanson, mais bien heureux les gens sans histoire et pourtant qui pénètrent l'essence de chaque instant. S'il est président qui dirige notre terre, le goûtait toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Un jour, au beau pays de Pourtounulpour, naquit une ville. Je m'appelle Isha la Grande. Annonça-t-elle à ses marraines les trois fées de l'eau, du feu et de l'air, qui l'aidaient à s'installer autour des maisons et boutiques. La ville méritait bien son nom. Elle était si belle et si grande que l'on eut beaucoup de mal à la délimiter. Elle s'étendait jusqu'au-delà des champs de maïs qui entouraient les fermes. Elle touchait le flanc des montagnes mauves alentour. Isha la Grande n'en finissait pas de grandir. Vint alors pour elle un temps critique où elle sentit naître de grands remous dans son cœur. À longueur de journée, elle se mit à pousser de profonds soupirs. Ne vous inquiétez pas. Dit la fée du feu à ses compagnes. Isha la Grande n'est pas malade. Elle entre tout simplement dans ce que les humains appellent l'âge bête. Dit la fée de l'eau.
C'est l'âge auquel les humains aspirent à trouver l'autre moitié d'eux-mêmes. Exactement. dit la fée de l'air. Et parfois, il leur arrive de la trouver, de vivre heureux. D'autres se lassent d'attendre et finissent leur vie comme des morts vivants. D'autres encore attendent très très longtemps. Je crains fort que pour notre filleule, cela ne soit malheureusement le cas. Comment pourrait-elle trouver l'autre moitié d'elle-même? Elle est la plus grande de toutes les villes, et les villes ne s'épousent pas entre elles. Quelquefois seulement on les déclare villes jumelles, mais elles restent à des kilomètres l'une de l'autre. Il en ira tout autrement pour Isha la Grande. Décida la fée du feu. J'ai le pouvoir de transformer la vie. Je ne laisserai pas ma filleule passer une existence morne et sans joie. Venez voir ce que j'ai préparé pour elle. Jamais personne n'aura rêvé pareil bonheur. Que la flamme invisible dont je suis la gardienne monte, monte à travers toute la ville. Et que l'amour soit. Approchez, mesdames, regardez. Elle montra à ses amis au moyen d'une boule de cristal ce qui se passait au pied de la ville. Les pieds formaient un très joli quartier où s'élevait le château du roi Salam qui gouvernait le pays. Il y régnait une grande effervescence. Le roi Salam se mourait, tandis que la reine, son épouse, mettait au monde un fils, le prince Ichou. Peu à peu, le prince Ichou devint un homme, tandis que la ville ne cessait de soupirer. Pour passer le temps, elle créa dans son esprit l'image de celui qu'elle aimerait un jour. Cette vision ressemblait trait pour trait au prince. Mais elle ne le savait pas. La mère du prince Ichou disparut à son tour, et le prince resta seul. Il fit alors savoir à la cour qu'il allait visiter toute la ville afin de trouver l'endroit où construire son propre château. Il sauta sur son cheval blanc, parcourut les bas quartiers, la ville haute. Attiré par un grondement sourd qui partait du quartier du cœur ou centre-ville, il y pénétra. Il arrêta son cheval sur la grande place, se mit à genoux et colla son oreille à la terre pour savoir d'où provenait le bruit. À l'intérieur de cette vibration, il discerna soudain le chant d'Isha la Grande qui saluait sa venue. Il est venu dans la rue de mon cœur, prendre mes mains, mettre ses mains dans mes mains. Il est venu dans la rue de mon cœur, prendre mes yeux, mettre ses yeux dans mes yeux. Il est venu dans la rue de mon cœur, prendre ma voix, mettre sa voix dans ma voix, ses mots dans mes mots, son rire dans mon rire, ses pleurs dans mes pleurs. Il est venu dans la rue de mon cœur, mettre son cœur dans mon cœur. Émerveillé, le prince Ichou comprit que la ville était une femme, et il voulut voir son visage. Il quitta la place du cœur et s'engagea dans la rue de la Gorge. Son cheval le mena jusqu'à la colline sacrée qui dominait la ville. Là, il put contempler le palais où résidaient les trois fées. Il s'y fit annoncer. « Que désires-tu, prince Ichou ?» demanda la fée du feu. « Je veux voir le visage d'Isha la Grande. » répondit le prince. « Tu ne peux voir son visage quand il vend tout en haut dans le ciel, afin d'avoir une vue d'ensemble de la cité. Es-tu prêt à nous suivre ?» demanda la fée de l'air. « Oui. » dit le prince. « Allons-y. » dit la fée du feu. D'un coup de baguette magique, la fée de l'eau construisit une soucoupe volante et y fit entrer le prince Ichou. La soucoupe s'éleva dans le ciel à une vitesse vertigineuse. Et les trois fées lui servirent d'escorte. Tout le monde atterrit au sommet de la montagne mauve. De là, le prince Ichou dominait toute la ville et il put contempler son visage. Les trois fées le laissèrent seul. Et il demeura une semaine à cet endroit, avec pour unique nourriture la vision de ce paysage. Isha la Grande le remercia d'avoir découvert qu'elle était vivante. Chaque jour, elle inventait pour lui une nouvelle chanson.
Isha la Grande comprit combien le prince l'aimait, et elle décida de l'épouser. Mais comment t'épouser? Dit le prince. Vois comme je suis petit. Toi, tu es une ville, et je ne suis qu'un homme. Ne t'inquiète pas. Dit la ville. Retourne au palais. Les 3 fées te donneront la solution de ce problème. Ah? Pour que nul ne se moque de ce projet insensé, il lui fit promettre de le garder secret. Les 3 fées avaient préféré poursuivre leur voyage. Dans leur palais désert, elles avaient laissé un panier rempli de mûres pour le prince. Le prince eut faim et mangea tous les fruits. Au fond du panier, il trouva un billet. La voix d'Isha la Grande, qu'il pouvait maintenant entendre en tout lieu, murmura les mots inscrits sur le papier. Le printemps à l'homme tentant, le parfum à l'homme charmant, les fleurs au roi blanc, les roses au sourire d'argent, les murs à la douceur du prince errant, seul dans le palais abandonné des fées. Le printemps à l'homme d'antan, le parfum à l'homme charmant, les fleurs au roi blanc, les roses au sourire d'argent. Je ne comprends rien. Dit le prince Ichou. Est-ce là le secret pour m'unir à toi? Oui. Fit la voix d'Isha la Grande. Cela veut dire que tu dois devenir roi pour pouvoir m'épouser. Dans quelques jours, tu seras sacré roi de tout le pays. Tu n'as qu'à attendre ce moment et tu comprendras comment cela est possible. Le prince Ichou décida de la croire. Il retourna dans le quartier du cœur et s'installa dans son château tout neuf. La cérémonie du sacre se prépara dans toute la ville. Les habitants y furent invités. Isha la Grande convoqua ses marraines, les 3 fées, et leur demanda d'exaucer son vœu. En effet, chaque année, le jour de sa fête, elle avait le droit de formuler un souhait, et aussitôt, l'une des fées le réalisait. Cette année, Dit Isha la Grande, je vous demande de me transformer en femme de la même taille que celle de ce pays. Ainsi, je rejoindrai le prince Ichou le jour de son sacre, et nous pourrons nous marier. Quand j'étais petite, je voulais être grande, ne plus souffrir, être libre, aimer. Être aimé, comprendre, dominer le monde, dominer le monde, je voulais être grande. Et je rêve d'être petite, ne plus souffrir, être libre, aimer. Être aimé, comprendre, dominer le monde, dominer le monde, je rêve d'être petite. Quand j'étais petite, je voulais être grande, et je rêve d'être petite. Soit, dit la fée de l'eau en brandissant sa baguette magique. deviens donc une femme. Mais nous ne pouvons t'accorder cela que pour 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, tu n'as pu te faire reconnaître du prince Ichou, alors tu réintégreras ton rôle de ville. Nous ne pouvons pas lever davantage le sort que t'a jeté autrefois le roi Salam. As-tu oublié le temps où le roi Salam t'aimait? Tu n'étais pas encore une ville, mais une très jeune fille, et le pays de Pourtounulpour n'avait pas de capitale. Le roi Salam régnait sur un ensemble de champs et de forêts. Un jour, à cause de son grand âge, le roi Salam eut peur de l'amour qui grandissait entre vous. Et pour ne pas te faire de mal, il crut bon de te dire que cet amour n'avait jamais existé. Ta douleur fut si grande que tu t'es changé en statue de pierre. Et quand le roi Salam voulut te consoler, il n'a trouvé que cette statue sur laquelle s'inscrivait ton nom, Isha la Petite. Fou de chagrin, il prononça ces mots. Statue d'Isha la Petite, si tu ne peux revenir à la vie, transforme-toi en ville et deviens la capitale de mon pays. La pierre et la terre obéirent au roi, et tu devins une ville. Le roi te donna le nom d'Isha la Grande. Puisque tu le désires aujourd'hui, redeviens Isha la Petite et retrouve le fils du roi Salam.
Aussitôt, auprès des trois fées, une belle jeune fille apparut, vêtue comme une bohémienne. La fée de l'eau lui tendit un miroir, la fée du feu mit un ruban dans ses cheveux, la fée de l'air la parfuma d'une essence très rare. C'était un extrait de rose orange cultivé exclusivement dans le quartier du cœur. Isha, la petite bohémienne, se rendit dès le deuxième jour à la cérémonie du sacre. Le prince apparut, entouré de toute sa cour. Son regard croisa celui d'Isha la petite. Il crut retrouver une image vue en rêve, mais il ne put s'y arrêter. Son visage demeurait triste et fermé, car depuis 2 jours il n'entendait plus la voix de la ville à son oreille. Lorsqu'il pénétra dans son château, Isha la petite voulut le suivre, mais on ne laissa entrer que la cour et les soldats du roi fermèrent toutes les portes. Isha la petite crut mourir de chagrin. Elle sanglota sous la fenêtre du roi. Ses larmes firent pleurer le ciel. Alors, en plein milieu de l'été, il neigea sur toute la ville. Dès le lendemain, le nouveau roi fut submergé par le travail qui l'attendait et par les plaintes des paysans dont la neige avait détruit les cultures. Il les dédommagea en leur offrant le château de son père et toutes les richesses qui s'y trouvaient. Mais dès qu'il était seul, il pleurait du silence d'Isha la Grande. Pendant ce temps, sous sa fenêtre, Isha la petite tremblait de froid et se désespérait. Une flamme pourtant brûlait toujours dans le cœur d'Isha la petite, et sa douleur ne parvenait pas à l'éteindre. Au bout du 3e jour, cette flamme devint si puissante qu'Isha la petite fondit sous la fenêtre du jeune roi Ishu. Elle fondit si bien que son esprit rentra dans la terre, et elle redevint la ville qu'elle était. De son passage, il ne resta plus sous la fenêtre d'Ishu que sa chemise blanche, son gilet vert, sa jupe rouge et ses ballerines oranges. Le soir tomba, et le roi Ishu sortit de son château pour prendre l'air. Il passa sous la fenêtre et trouva les vêtements d'Isha la petite. Il pencha sa tête sur la chemise blanche et le parfum si rare des roses oranges monta vers lui. Soudain, il comprit tout. Le billet donné par les fées, le visage de la bohémienne, celui d'Isha la Grande. Il sut qu'il était passé à côté de l'amour sans le reconnaître. Il sut aussi que sa ville, Isha la Grande, était venue jusqu'à lui, qu'elle ne l'avait pas oublié. Une flamme gigantesque se ralluma dans son cœur, et lui aussi se mit à fondre. Son esprit rentra dans la terre, et à nouveau, il entendit le chant d'Isha la Grande. Tout son être se fondit dans la ville, et il ne fit plus qu'un avec elle. Un soldat trouva les vêtements du roi Ishu mêlés à ceux de la bohémienne. Et le peuple sut que le roi avait disparu. Il n'y eut plus jamais d'autre roi au pays de Porto-Ulpur, car tous les habitants apprirent à se gouverner eux-mêmes. Et les 3 fées les jugèrent enfin dignes de leur apprendre le grand secret. Depuis, dans le monde entier, on raconte partout l'histoire d'Isha et d'Ishu. La ville dont les habitants vivent si heureux et ont tant d'enfants merveilleux qu'ils repeuplent la terre entière sous un soleil toujours brillant. C'est le 24 décembre 1984. La neige n'est pas au rendez-vous. Mon train s'arrête à Strasbourg, un taxi me dépose sur le quai de Zorn, devant la maison de ma mère.
il faut tout de suite se préparer pour la fête qui aura lieu ce soir chez l'une de mes sœurs. Dans le salon, sur la cheminée, j'aperçois un pied en métal dans lequel on fixe le tronc de l'arbre de Noël. « Ne t'inquiète pas si tu ne vois pas d'arbre aujourd'hui, » dit ma mère. « Emmanuel doit me l'apporter demain. » Il s'agit de mon neveu âgé de 12 ans. J'adore discuter avec lui. Il me comprend mieux que les grands. Pendant le repas du réveillon, je lui raconte mes nouvelles aventures sur le pouvoir magique de la parole. « Je peux obtenir ce que je veux avec tes phrases magiques ?» me demande-t-il. « Tout ce que tu veux, si tu te prépares à le recevoir. Je peux même demander un vélo de course ? Bien sûr. Alors fais-moi une phrase magique pour mon vélo. Donne-moi un papier, je te l'écris. Voilà. L'intelligence infinie de mon subconscient sait comment obtenir un vélo de course neuf et me le procure dès à présent. C'est tout ? Oui. Après, tu colles la phrase sur ton bureau et tu la lis de temps en temps à haute voix. Tu prépares une place, bien sûr, dans le garage pour ton vélo. Tu sais, comme ta grand-mère qui a préparé la place de l'arbre de Noël dans la maison. Et puis tu n'y penses plus. Ravi, Emmanuel court mettre la phrase magique en lieu sûr dans sa chambre et son père me regarde consterné. Il pense qu'il va être obligé d'acheter un vélo neuf à son fils et cela m'amuse beaucoup. Emmanuel ne m'a pas posé d'autres questions. Pourtant, chaque fois que je raconte cette histoire à des enfants, toujours ils me demandent « C'est quoi le subconscient ?» Alors je leur explique que j'en ai entendu parler pour la première fois en cours de philo. C'était au programme de la terminale. On nous a fait 1 heure de cours là-dessus, pas plus. Et je me suis demandé pourquoi on avait attendu si longtemps pour nous en parler. J'ai compris pourtant que le subconscient est une sorte d'ordinateur extrêmement perfectionné qui ferait partie de notre cerveau et qui est capable des plus grands prodiges et surtout dont on n'a pas encore pu mesurer l'étendue des possibilités car elle semble infinie. Mais revenons à notre histoire. Le lendemain, ma mère me réveille tard. La fête doit continuer avec un nouveau repas de famille, encore des cadeaux et des rires. Au dessert, elle se décide à questionner Emmanuel. « Et mon arbre ? Où l'as-tu mis ? Il faut que je le décore. Je ne peux pas passer un 25 décembre sans mettre un arbre dans ma maison. » « Il n'y a pas d'arbre, » répond Emmanuel. « Je n'ai pas eu le temps de t'en acheter un. » C'est l'explosion. Tu me l'avais promis, tu exagères. Depuis 50 ans, j'ai toujours fêté Noël comme il fallait. J'avais même 2 arbres dans ma maison et aujourd'hui, à cause de toi, je n'ai rien. Je n'aurai plus jamais confiance en toi. Pour un jour de paix générale sur la terre, c'est réussi. Emmanuel sort en claquant la porte, s'enferme dans la salle de bain, on ressort avec grand bruit, claque la porte de sa chambre. J'essaie de l'ouvrir pour lui parler, il me la repousse sur le nez. « Emmanuel, c'est moi, Hélène, ouvre-moi. » Il me laisse entrer et sanglote dans mes bras. « Ne pleure pas, c'est le jour de Noël, on va arranger ça. » Furieux, il se redresse. « Comment veux-tu arranger ça ? Tout est fermé en ville. Tu ne pourras lui en trouver nulle part et puis c'est une sale menteuse. » Tu ne lui avais pas promis de lui en acheter un ? Non, je lui avais dit que peut-être j'irais en chercher un avec mon père, mais je ne m'étais pas du tout définitivement engagée. Et puis j'étais occupée avec mes jeux électroniques. Bon, ne t'inquiète pas. Je vais faire une phrase magique, tu vas voir, ça va marcher. Là, je me suis vraiment beaucoup avancée et il compte sur moi. Il sèche ses yeux, renifle un peu et me suit dans le salon. Tout le monde regarde un film de Charlot à la télé. Ma mère s'est calmée, elle embrasse Emmanuel, dit qu'elle ne lui en veut pas. Le film terminé, j'emmène ma mère en ville. Je viens de formuler une requête silencieuse à mon subconscient. Je sais
qu'il connaît l'endroit exact où je peux trouver un arbre de Noël pour ma mère et lui ai demandé de m'y conduire. Nous traversons la place Kléber. Emmanuel avait raison, en ville, tout est fermé. Quelques rares promeneurs déambulent dans la ville en repos. Par contre, la cathédrale est pleine de monde et de sapins. Je suis le regard de ma mère sur les arbres illuminés dans la pénombre de l'église. Je pense au poupon rose de la crèche, celui qui croyait si fort en cette force toute puissante et que nous possédons tous, et je trouve cela très difficile aujourd'hui. J'ai réalisé beaucoup de choses avec ces phrases magiques, mais trouver un sapin de Noël dans une ville déserte me semble impossible. Et je ne peux tout de même pas me servir dans les branches qui décorent la crèche. Je me répète la phrase magique, l'intelligence infinie de mon subconscient sait où se trouve le sapin de Noël de ma mère et m'y conduit dès à présent. Nous quittons la cathédrale et je glisse sur le verglas. Ma mère me tend la main pour m'aider à me relever. Ma pauvre chérie, t'as vraiment pas de chance. Ça commence mal, la phrase magique. Nous continuons à marcher. Il fait nuit. Il n'y a plus de bus pour rentrer. Nous léchons quelques vitrines et je ne vois que les branches d'arbres qui les tapissent. La place de la mairie est entourée de très hauts sapins, mais je n'ai pas de hache pour lui en couper un. Soudain, mon regard se pose au pied de l'un d'eux. Il y a là un magnifique petit sapin tout ficelé, prêt à être emporté. Je le soulève. Maman, ton arbre. Ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Ben rien, je te jure, il était là posé par terre. Quelqu'un a dû l'oublier. Je hèle un taxi et nous voilà enfin au chaud. Je fixe l'arbre dans le pied en métal. Je le décore de guirlandes et de boules. Ma mère appelle Emmanuel. « Allô, mon chéri ?» Il y a eu un grand miracle. On a trouvé un arbre merveilleux sur la route. 3 mois plus tard, dans le grenier de son autre grand-mère, Emmanuel découvre le vélo de ses rêves, inutilisé, et elle lui en fait cadeau.